Bonjour à tous, bienvenue sur Crise Vitae. Bonjour Renaud. Le but de Crise Vitae est de donner accès à la philosophie, à l'art, à la science de chiropracteurs inspirants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Renaud Dejean. Renaud Dejean, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Je m'appelle donc Renaud Dejean, très simple. Et j'ai étudié à l'IFEC, dans lequel j'ai été gradué en 1997, donc le siècle dernier. Et voilà, je suis venu à la chiro grâce à une étudiante de l'IFEC qui s'appelle Christine Barbero. Donc là, je la remercie déjà. Ah bah Et Christine grâce, Barbero, c'est ma chiro à Fréjus. ah bah tu vois. Ah, Et donc, j'ai connu la chiro grâce à elle à l'époque et donc je me suis inscrit à l'école dès que j'ai connu cette incroyable et merveilleuse discipline. hmm, Voilà. Donc en fait, au départ, j'étais très intéressé par une matière de santé et donc un peu en dépit parce que j'étais pas vraiment un excellent étudiant, donc je pouvais pas prétendre à faire des études de médecine. Donc je me suis dit, je vais faire kiné, je vais étudier kiné. Et hmm. donc, en préparant les concours de kiné, je me suis inscrit en première année de médecine, dans laquelle j'ai suivi surtout les cours d'anatomie qui me plaisaient beaucoup. Et ensuite, en cours de cette année de préparation, j'ai donc connu Christine, et donc qui m'a fait connaître la chiro. Je suis allé à l'école et je me suis inscrit tout de suite. Voilà, et qu'est-ce qui t'a donné, quand tu as rencontré Christine, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la chiro et pas continuer la kiné? Ben, je connaissais pas du tout, donc elle m'a fait connaître donc la chiro, et puis j'ai été surpris de voir euh, le développement de cette profession, les capacités de, enfin, les résultats qu'elle pouvait avoir, et donc ça m'a évidemment époustouflé et très intéressé, quoi. Je me suis tout de suite jeté dans l'aventure. Dans l'aventure et tu es allé à l'IFEC. Voilà. Voilà. À Après, l'époque, l'IFEC, c'était une petite école, hein. On était peut-être une vingtaine en cours, quoi. c'est des C'était toutes presque petites, artisanal. des petites promotions. Voilà, tu Ouais. as fait l'IFEC, tu as gradué du coup en 97. Voilà, c'est ça. Voilà, et après, comment ça s'est passé? Tu es allé, tu as ouvert ton cabinet, qu'est-ce que tu as Non, alors fait? à l'époque, on faisait encore le service militaire. Donc, moi, j'ai fini en 97. J'ai réussi à reculer le service militaire jusqu'en 98 et je suis parti en octobre 98 pour le service militaire. Donc, pour pouvoir reculer mon service militaire, j'ai fait une préparation militaire supérieure. Et donc, comme ça, j'ai réussi à faire toutes mes études d'un coup pour pouvoir faire le séminaire, le service militaire à la fin. Une fois que je suis arrivé au service militaire, grâce à un ami, j'ai pu être au premier régiment du train à l'école militaire à Paris. Donc Hmm. c'était dans un bel endroit. Et ça, je ne savais pas, mais j'ai été nommé directement à l'infirmerie. Alors ça, c'était un peu une chance quelque part. Et donc, en arrivant à l'infirmerie, le lieutenant-colonel Berthelon, qui dirigeait l'infirmerie, me demande, mais Dejean, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Il me regardait un petit peu en me scrutant. J'ai dit, bah, moi, je suis chiropracteur, je veux faire le chiropracteur. Et il m'a regardé encore assez longtemps. Il m'a dit, mais il fout quoi, lui, ou quoi? Parce qu'à l'époque, c'était interdit, donc Ouais. c'était pas très faisable, quoi. Bon, il me regarde, il me dit, OK, tu touches pas les cervicales, hein. Et donc, j'avais ma salle de rendez-vous avec une feuille sur la porte qui disait conditions d'exercice du chiropracteur peut traiter tous les troubles musculo-squelettiques à part les problèmes d'origine cervicale. Et donc, j'avais D'accord. mon carnet de rendez-vous et je voyais des gradés du monde entier parce que c'est une école militaire. Donc, Ah, bah du coup, t'as pu te mettre, faire ton service militaire, allier l'utile et l'agréable. ah ouais, ouais, non, c'était vraiment une expérience incroyable. Ensuite, une fois fini, je suis allé en Italie. Donc, je finissais de donner des cours à l'école quand même. Je donnais des cours d'anatomie des membres et des cours de palpation des membres anatomie. J'ai fait aussi un petit peu d'assistance à la dissection. Et ensuite, je suis parti travailler à Rome, en Italie, chez ce collègue qui est un ostéopathe qui s'appelle Alain Bernard, qui est le père d'un collègue chiropracteur qui s'appelle Frédéric Bernard. Et donc, avec eux, j'ai appris beaucoup. J'ai vraiment appris beaucoup. C'était un très gros cabinet dans lequel il y avait
donc des chiro, des ostéos et des kinés. Des kinés qui faisaient de la gymnastique posturale de type Mézières, qui est un très très bon complément de notre technique à nous. Et comment t'en es venu, c'était une offre, c'est quelqu'un que tu connaissais? Bah, à l'époque, ils cherchaient quelqu'un, c'est un petit peu par hasard. Hein. Ils étaient en plein développement, ils cherchaient quelqu'un pour les aider à continuer à se développer. Et donc, moi, je voulais aller vers le sud de Paris, donc ça tombait bien. Quoi, voilà. Ça se tombait bien. Et t'es allé du coup à Rome, c'est ça? À Rome, en Italie, ouais, c'est ça. Et t'as plus quitté Rome Ah, après. depuis ce temps-là, je suis toujours à Rome. Exactement. T'es, t'es toujours Au à Rome. soleil. Et du coup, comment ça s'est passé quand tu es sorti de l'IFEC et que tu as commencé à avoir tes premiers patients? Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que t'es arrivé directement dans le bain, dans ce cabinet? Ben, quelques difficultés, oui, parce que je parlais pas un mot d'italien. Donc, c'était Oui. pas forcément facile au départ. Donc, j'avais une sorte de liste de noms et comment on dit la jambe, la jambe. Et je regardais ma liste de noms de temps en temps pour faire le diagnostic et pour échanger un peu avec le patient. Quoi. Mais bon, Oui. petit à petit, en immersion totale, la langue vient assez vite hein, quand même. Enfin, je veux dire, C'est allé c'est assez pas du vite. serbo-croate hein, quand même. Hmm. D'accord. Du coup, tu as bossé dans cette clinique. Tu as bossé Voilà. dans cette clinique pendant combien de temps? Alors, j'ai travaillé avec Alain pendant 5 ans. Hmm. Après, malheureusement, lui, il nous a quittés. Donc, enfin, l'équipe s'est un petit peu séparée quelque part. Et donc, j'ai ouvert mon cabinet après quelques années ici au centre, près de Place Navona, Piazza Navona, en plein Hmm. centre de Rome. Et je travaille là dans mon cabinet depuis cette époque. J'ai vu que tu t'intéressais beaucoup au sport, tu as suivi beaucoup d'équipes. Comment t'en es venu progressivement à t'intéresser aux sportifs? Oui, alors en même temps, euh, Alain Bernard, donc il avait aussi, il collaborait dans un cabinet à Naples, et donc j'allais aussi une fois toutes les 2 semaines à Naples dans son cabinet, dans le cabinet dans lequel il collaborait. Et donc un beau jour, un patient arrive avec sa fille pour me faire contrôler sa fille qui faisait de la natation, et lui, donc il était assez content de ce que je faisais à sa fille. Et un beau jour, il me dit, mais tu voudrais pas m'aider à m'occuper d'une équipe? Ah, je dis, ouais, pourquoi pas, on peut en parler, bien sûr. Et il me dit, non, parce que moi, j'entraîne l'équipe grecque d'aviron. Très bien. Alors moi, l'aviron, je connaissais absolument rien, mais rien du tout. Hein. Donc, bon, on va essayer. Tenter, ça fait pas mal de tenter. Donc, on va essayer. Je suis parti, etc. Et puis, on s'est très, très bien entendu avec lui. C'est un type formidable. Donc, j'ai pu commencer une collaboration avec l'équipe nationale grecque d'aviron. Et du Et coup, donc, tu ça, faisais c'était les allers-retours pour aller traiter l'équipe et la suivre? exactement. Une fois par mois, j'allais près d'Athènes l'hiver et dans le nord de la Grèce l'été pour les suivre. Tu as fait ça pendant combien de temps sur cette équipe grecque? 10 ans. 10 ans? Voilà, donc j'ai commencé par l'équipe grecque. Ensuite, toujours grâce à Gianni Postiglione et l'entraîneur, donc c'est cette personne-là qui m'a permis de collaborer avec les Grecs, qui est un des meilleurs entraîneurs du monde hein, d'aviron. Mhm. Il a gagné 2 fois le prix du meilleur entraîneur du monde d'aviron, donc c'est pas n'importe qui. Et donc grâce à lui, je suis allé aux Jeux Olympiques de Londres Ouais. avec l'équipe grecque. Ensuite, je suis allé aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Là, c'était avec aussi bien que l'équipe grecque qu'avec l'équipe de Lituanie, parce que lui, il avait aussi une collaboration avec la Lituanie. Ouais, d'accord. Et du coup, Et tu travailles toujours avec le même entraîneur qui entraînait deux équipes en même temps. exact, exact. Donc là, c'était une expérience vraiment, c'est tout simplement inoubliable. C'est vraiment un truc incroyable. Même si vraiment, quand on arrive à ce point-là aux Jeux Olympiques, euh, il se passe pas grand-chose d'un point de vue technique aux Olympiques parce que tout le travail on l'a fait auparavant, évidemment, Avant, sur l'équipe. pendant les 4 ans, les 4 ans qui précèdent, c'est là qu'on a fait tout le travail. Donc là, aux Jeux Olympiques, on est là s'il y a quelque chose à faire, on les aide un petit peu, mais enfin, on prend pas de décision énorme et on fait pas des gestes incroyables le jour. Enfin,
normalement Mm. pendant la période des Jeux Olympiques, évidemment. D'accord. Et du coup, j'avais beaucoup de questions par rapport à ça. Ouais. Quand tu es arrivé dans une première équipe nationale, comment tu t'es intégré au staff? Il devait avoir un staff, je ne sais pas, des kinés, des médecins aussi, dans Ouais, les bien sûr, staffs ouais. médicaux. Comment toi, tu as trouvé ta place en tant que chiropracteur et comment tu as communiqué avec tout ce monde? Alors, moi, je vais pouvoir parler un petit peu de mon expérience quelque part, parce que je ne sais pas comment ça se passe pour tout le monde, évidemment. Je crois que dans mon expérience, c'est un, c'est un peu particulier parce que dans l'équipe de la Grèce, euh, Gianni Postilion, donc, qui était l'entraîneur national, c'est un personnage important là. Et donc, ce personnage important, il a été capable d'occuper la leadership dans toute l'équipe et dans tout l'entourage de façon assez douce, assez subtile, mais de façon aussi imposante quelque part. Donc c'était lui quoi l'équipe, c'est lui qui dirigeait quoi. Tu vois, Hmm. c'est pas que tout le monde donnait son idée, que ça partait dans un sens. Non, son idée directrice c'était la sienne et tout le monde se tenait avec respect et considération pour son idée directrice. Alors ça, c'était une aide énorme pour moi, parce que moi, il me faisait confiance. Donc, il me disait, tout ce que je fais moi, ça va. Donc, m'insérer, j'ai eu rien à faire. C'est lui qui a tout inséré à ma place, quelque part. Tu Hmm. comprends ce que je veux dire? Donc, si moi, je disais, il faut faire ça, ou il faut faire ça, ou il faut pas faire ça, c'était comme une parole d'évangile, quelque part. Donc, donc j'ai pas eu m'insérer, j'ai eu aucun effort à faire là-dessus. Donc ça, c'est pour l'expérience avec l'équipe grecque. Après, en collaborant sur les événements internationaux, sur les championnats du monde, sur les Jeux olympiques, j'ai eu l'occasion de connaître le directeur sanitaire du comité olympique national italien, avec lequel je collabore depuis maintenant 4 ans. Hmm. C'est déjà 4 ans. Et donc là, c'est un petit peu différent parce que là, le rapport entraîneur et reste de l'équipe n'est pas du tout pareil. Donc Ouais. j'ai dû un petit peu m'insérer de façon différente et je continue parce qu'il y a une équipe qui est tellement grande que je ne connais pas encore tout le monde dans le comité olympique. Et donc là, l'insertion se fait vraiment beaucoup plus petit à petit. Alors chaque être humain a ses règles, hein, donc il faut s'insérer petit à petit, il faut être respectueux, il faut être communicatif. Hein. Ouais. C'est C'est délicat, hein. C'est artistique hein, c'est comme mode assez de faire. artistique Hein. dans ce milieu du sport. Ah ouais. Et comment, du coup, tu communiques à l'entraîneur, aux personnes, la plus-value que toi, en tant que chiropracteur, ta plus-value unique par rapport à d'autres personnes, ton expertise? Comment tu Ouais, la communiques? c'est-à-dire que il faut bien faire attention que il faut pas faire l'éléphant dans un magasin de cristal quelque part. Hein. Même si quelque part, toi, tu vas, en tant que chiro, tu peux donner des aides et des avantages qui sont énormes. Parce que quand tu fais bien ton travail de chiro, tu vas pouvoir aider une récupération beaucoup plus rapide euh, des athlètes. Tu vas pouvoir faire une prévention très intéressante sur d'éventuelles blessures des athlètes. Donc, à la fin des comptes, sur une période de 4 ans, parce que c'est en 4 ans que tu prépares plus ou moins les Jeux Hmm. olympiques, un cycle c'est de 4 ans dans beaucoup de sports. Donc, sur une période de 4 ans, tu vas pouvoir récupérer quelques jours, parfois quelques semaines, parfois quelques mois d'entraînement. En Et alors, plus, si tu as un athlète qui fait 4 ans d'entraînement avec, prends par exemple 6 mois de blessure, et un autre athlète que tu as soigné qui a 1 mois de blessure, il a un avantage compétitif énorme, le mec. hmm. Donc, ça, c'est une valeur qu'il faut qu'on arrive à bien communiquer et à faire prendre conscience aux entraîneurs et aux personnes qui sont autour de l'athlète. Sans faire, comme je disais tout à l'heure, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, hein, quelque part. Parce que sinon, tu défonces tous les équilibres et c'est complètement c'est antiproductif. Quoi. Ça sert strictement à rien. Tu te bloques toutes les portes et tu ne pourras rien faire. Donc, il faut faire très Oui, attention faut à être comment tu vas diplomatique communiquer. si on veut rentrer dans. Absolument. Si, parce que
dans cette période historique, notre travail rencontre quelques autres professions qui nous ressemblent quelque part. Pour être un peu Mhm. plus clair, les ostéos, les kinés, ils essaient de nous ressembler. Je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais en Italie, c'est comme ça. Il y a de plus en plus de cours de manipulation online, des Mhm. cours Ouais. de 2 jours de manipulation HLVA. Donc, les mecs, ils savent tout faire, quoi, quelque part. Mhm. Donc, il faut faire attention que quand une fédération a fait confiance à un thérapeute, parce qu'ils sont ensemble depuis quelques années, que ce thérapeute est devenu un manipulateur, bon, bah, toi, tu arrives et quelque part, tu vas lui voler la vedette. Donc, il faut réussir à bien communiquer. Et même si tu vas faire ta place petit à petit, bah, c'est un peu délicat, mais ça demande de l'art communicatif. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un un chiropracteur qui veut s'intégrer dans le monde du sport et il veut aller voir des entraîneurs et leur dire voilà, qu'est-ce qu'ils pourraient communiquer et leur dire pour leur apporter de la valeur. Oui, bah, il faut se concentrer sur les points positifs et sur les bénéfices que tu peux donner à l'athlète et à l'équipe en général. Faut accentuer le fait que tu es là pour collaborer et pour intégrer une équipe déjà existante, pas pour virer quelqu'un. Mm. Ça, c'est très important. Il faut donc être comme une pièce en plus qui va aider à l'amélioration du système globalement. Ça, c'est important. Il faut Et plus se concentrer évidemment sur les points positifs et les points un petit peu différents que ce que tu peux apporter. Je vais prendre un exemple là-dessus. Par ouais. exemple, en chiro du sport, beaucoup de confrères disons, se spécialisent aussi un petit peu dans des techniques qui peuvent être un petit peu parfois reléguées à des kinés ou des préparateurs athlétiques, des exercices, du taping, des choses comme ça, qui sont parfois chiro, parfois un peu moins chiro. Mm. Et donc ça peut être utile de se différencier là-dessus, donc de rester très spécifique sur son geste technique, parce que notre geste technique, quand il est bien fait, il est unique. Hein. Il n'y a personne d'autre qui sait le faire aussi C'est-à-dire bien l'ajustement que le chiro. vertébral et des extrémités, c'est Exact, ça? exact, absolument. Nos connaissances anatomiques, nos connaissances radiologiques, nos connaissances pathologiques sont un bagage culturel que dans le monde de la manipulation ou de l'ajustement, comme on veut l'appeler, a pas beaucoup de concurrence, franchement. Donc, Mm. il ne faut vraiment pas avoir peur de ça et il faut se spécifier là-dessus. Parce que si moi, j'ai ces spécialisations en anatomie, en radiologie, en physiologie, en pathologie, et que je vais essayer de faire un tout petit peu mieux les exercices que Le physio, ouais. l'entraîneur, Là, en si, tu plus, vas servir, mais c'est pas c'est pas le meilleur moyen de faire une bonne figure et d'aider l'équipe avec ta spécialité, quoi, quelque part. donc si je comprends bien, il faut vraiment dire, mettre en avant qu'on fait des ajustements, qu'on va faire un travail vraiment plus chiro, qu'on va pas marcher sur les plates-bandes de l'entraîneur et du physio qui donne des exercices, et Absolument. vraiment s'intégrer là-dedans pour la récupération des temps de blessure et la récupération physique, c'est ça? Et la prévention, bien sûr. Ceci dit, une fois que tu as bien serré une fois que tu as gagné la confiance, le respect, la considération, ou une fois que tu as bien établi la communication à différents niveaux avec tes confrères de l'équipe, là, tu peux t'insérer, suggérer des améliorations et tout ce que tu veux, évidemment. Mais ça demande un petit peu de. Faut pas arriver comme ça, quoi. Ça demande un petit peu de temps, un petit peu de connaissance. D'accord, super. J'avais une autre question, du coup. Toi, tu es certifié en chiropratique du sport. Oui. Tu as passé ce diplôme-là. Est-ce que tu peux un peu nous parler qu'est-ce que c'est la certification en chiro du sport? Oui, alors moi je l'ai fait il y a 10 ans maintenant. Hein. Donc je ne sais pas si ça a évolué beaucoup. On est en train en France de faire un groupe de chiro du sport qui j'espère va se développer dans les meilleures conditions. Hein. On est trois personnes, dont 2 collègues vraiment bien. Donc on va bien voir ce que ça donne. Enfin moi j'ai fait le diplôme de chiro du sport il y a une dizaine d'années.
je peux dire que les plus grosses techniques ou les plus grosses améliorations que j'ai pu faire, c'est grâce à trois grands noms de la chiro du sport, qui sont Mike Murray, qui a fait je ne sais pas combien de Jeux Olympiques, je crois 5 ou 6 Jeux Olympiques, qui est vraiment une pointure énorme dans notre métier. Larry Bell, qui est un expert de course à pied, qui a une passion totale pour la chiro du sport, c'est un mec génial. Et Brian Nook, qui a une main, qui a une main incroyable, ce mec-là. Donc ça, c'est vraiment les trois grands ponts que si quelqu'un veut faire de la chiro du sport, il faut les rencontrer une fois, quoi. Il faut aller les voir. Ou deux, ou Et, trois. et techniquement, qu'est-ce qui change entre la chiro de ville, on va dire, et la chiro de sport? Ben, quand tu fais de la chiro du sport, peut-être que tu as un petit peu plus de pression. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des traitements qui soient un petit peu plus précis. Il faut que ce soit plus complet, plus rapide, donc plus efficace. Quand tu travailles avec quelqu'un de un peu moins exigeant mécaniquement ou un peu plus normal, entre parenthèses, entre guillemets, disons qu'une fonction biomécanique à 90%, si elle fonctionne bien à 90%, souvent les gens sont contents largement. Hein. Un sportif de très haut niveau, si tu n'as pas une précision parfaite à 150%, parfois ça peut empêcher le geste de bien se dérouler, ça peut Ouais. provoquer des blessures au long terme, ça peut diminuer l'entraînement, etc., etc. Donc là, il faut avoir une exigence de technique qui est plus importante. Oui. Et qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que tu arrives à avoir cette exigence sur des sportifs? Qu'est-ce qui change techniquement dans peut-être, je sais pas, ton analyse, la façon dont tu abordes les problèmes avec ces gens-là par rapport à d'autres personnes sur, sur, euh, Bah, disons sur les que problématiques? je ne voudrais pas limiter le travail de la chiro à la biomécanique. Hein. Loin de moi cette idée. Hein. Malheureusement, je n'ai pas des capacités énormes, donc je reste vraiment très très simple d'un point de vue de l'analyse et d'un point de vue du travail. Je fais de la mécanique artisanale très très simple, vraiment très très simple, à la portée de vraiment n'importe qui. Et, et donc, non, l'analyse que je fais par rapport à un sportif, parfois c'est plus simple parce que la mobilité des tissus est plus aisée, parfois, hein, pas toujours, alors que dans certaines situations de patients plus normales, il y a tellement de compensation, de rigidité diffuse que mécaniquement, c'est parfois plus difficile de bien comprendre le système. Parfois, c'est plus facile de comprendre une biomécanique d'un athlète qu'une biomécanique d'un patient normal. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a permis, ce diplôme de sport? Est-ce que ça te permet, j'ai vu que ça permettait aussi de suivre des équipes légalement, par exemple en France. Il faut avoir un diplôme du sport en France pour suivre des équipes, c'est ça? Ça, c'est possible. Je ne connais pas les règles du travail en France, parce que ça fait donc 20 ans que je suis en Italie. Et comme j'ai pas eu encore l'idée de retourner en France pour travailler, je ne me suis pas vraiment intéressé à ce détail de, de comment travailler en France. Ceci dit, euh, si quelqu'un veut travailler dans le sport, il est évident qu'il faut essayer de trouver des spécialistes qui t'aident à comprendre un petit peu mieux les techniques utilisées en chiro du sport. Mais c'est un petit peu de l'auto-certification, hein, la chiro du sport, parce qu'on a décidé qu'on était des chiro du sport, quelque part. Après, Ouais. on a fait une sorte de formation. On a essayé de regrouper les meilleurs il y a quelques années pour faire des formations là-dessus. Mais c'est de l'auto-proclamation, quelque part, hein, vraiment. D'accord. Je voulais parler de plus de la philosophie en tant que chiro. Toi, c'est quoi ta philosophie en tant que chiro? Et pour toi, qu'est-ce que ça fait un ajustement vertébral? Ah, là, ça se complique un petit peu, parce que comme je te disais tout à l'heure, je n'ai pas vraiment de capacité intellectuelle énorme, malheureusement. Donc, euh, qu'est-ce qu'on entend vraiment par philosophie? On entend le fait qu'il y a des sortes de capacités d'auto-guérison du corps. C'est ça un point de la philosophie? Non, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses faire en faisant un ajustement?
quelle est ton Ah, ce que je intention et quel est fais. ton but? Oui, oui. Donc, la manœuvre que je fais, l'ajustement chiropratique, a pour but physiologiquement de euh, restaurer la mobilité du tissu, essentiellement articulaire au départ, avec toutes les conséquences sur tous les autres tissus qui l'entourent. Mm. Donc, le geste, le geste technique a pour but de pousser sur une structure en général dure, un os, pour améliorer la mobilité du tissu sous-jacent. Une fois que la mobilité du tissu sous-jacent a récupéré sa normalité, sa physiologie, et il y a tout un tas de conséquences qui arrivent après ce geste qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne mesure pas quelque part. Donc, après, on peut l'appeler un petit peu comme on a envie de l'appeler. On peut l'appeler, c'est la capacité d'auto-guérison, peut-être, oui, mais c'est aussi une normale physiologie. J'ai enlevé un petit grain de sable dans un engrenage qui ne fonctionnait pas très bien et la roue peut retourner normalement. Mais c'est pas moi qui ai poussé la roue, moi j'ai rien fait pour pousser la roue, hein. Oui, Donc, tu as enlevé le grain de quelque sable. part, exactement. Donc, faut rester très humble là-dessus, hein. Nous, on fait pas grand-chose. On redonne une normale physiologie à un tissu dans un contexte dans lequel euh, un blocage à cet endroit-là de la physiologie avait pour conséquence ceci, cela, ceci, qui peut être une douleur locale, des dysfonctions neurologiques, tout un tas toute une panoplie de symptômes, hein. Mais le geste technique en soi, c'est ça. C'est ça. Donc après, la philosophie, si le but, évidemment, c'est de faire en sorte que l'être humain fonctionne le plus naturellement possible et avec tout, en restaurant toutes ses capacités normales. Mais c'est que de la physiologie quelque part. On n'en connaît qu'une petite partie, mais c'est essentiellement que de la physiologie. Pour retourner un petit peu à la philosophie, tu vois, ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on ajuste des personnes, tu as parfois des conséquences qui sont impressionnantes. Des changements sur le patient qui sont énormes, qui sont vraiment incalculables, impressionnants. C'est la vie qui change vraiment. Hmm. Alors, je crois qu'il faut rester assez simple hein, quand même quelque part, parce que c'est pas parce que la vie de la personne a changé que toi tu es un philosophe, un truc. Non, moi, mon geste, c'est toujours le même, quelque part, que Hmm. ce soit un bébé, un vieillard, un sportif, c'est toujours la même chose que je vais faire. Après, les conséquences qu'ont le geste, plus elles sont positives et plus elles sont impressionnantes, plus je suis content, parce que c'est assez amusant, quelque part. Mais je ne sais pas si ça a beaucoup à voir avec de la philosophie, tout ça. C'est de la simple physiologie, c'est de la simple retour à la normalité, hein. C'est ça que je C'est voudrais dire. un retour à la physiologie normale du corps. Exact, Et, exact. C'est une et, libération de la normale physiologie. et pour toi, dans ce geste, pour toi, comment on tend vers l'excellence clinique pour faire ce geste bien pour toi? Alors, pour avoir un geste excellent, ben, c'est sûr, il faut le travailler dans toutes ces petites facettes, quelque part. Donc, faut bien travailler son anatomie, il faut bien travailler son, pour ce qui me concerne, hein, parce qu'après, il y a beaucoup de façons de lire la subluxation et de l'affronter techniquement. Dans la façon dans laquelle je l'affronte moi, il faut vraiment avoir une bonne présence anatomique et biomécanique. Mais ce n'est pas toutes les techniques qui fonctionnent dans ce point de vue-là. Ensuite, il faut aussi être capable d'avoir conscience de son geste et de ses limites. Parce que quand on sait que quand je sais que mon geste est limité, et c'est assez opportun de dire, OK, moi je peux te porter de A à B. Si ton trajet doit continuer, il faut que tu ailles voir un tel, ou faire ceci, cela. Il faut être bien conscient de ce qu'on fait et des limites qu'on a, De hein. son cadre, c'est ça? Exact.
Mmh. Et ouais, sur la question de la technique, il y a énormément de techniques différentes en chiro. Pour toi, Oui, est-ce que la chiro, c'est une question de technique ou pas? oui, sans doute aussi, oui, mais c'est assez difficile comme question. Tu sais, moi, je choisis une technique qui correspond à mon mode de fonctionner. Et chacun choisit ses techniques selon son mode de fonctionner quelque part. Moi, j'ai absolument aucun jugement sur d'autres techniques qui sont énergétiques, réflexes ou quoi. C'est pas encore dans ma façon de penser. Peut-être que je les ferai dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, j'en ai aucune idée. Ça. J'ai aucun jugement là-dessus parce que c'est pas dans ma façon de procéder. J'essaie de bien faire ce que je fais et de le faire au mieux. Ben, ceci dit, chacun, ce qui compte, c'est que chacun, une fois que tu as choisi un petit peu euh, ta technique, tu la cultives, tu l'améliores un peu jour après jour, hein, ça c'est sûr, c'est important. Et donc connaître bien les limites, ça c'est fondamental. D'accord. Et je voulais te poser comme question, est-ce qu'il y a des événements, des rencontres qui ont vraiment radicalement changé ta vision et ta vie en tant que chiropracteur? Bah oui, oui, en effet, absolument. Oui. Bah, la rencontre avec Alain Bernard, l'ostéopathe chez qui j'ai travaillé au départ, c'était très important. J'ai appris beaucoup de choses dans la façon de gérer le patient, en quelques points techniques. J'ai appris beaucoup avec Mike Murray, Larry Bell et Brian Nook, les trois grands pontes de la chirurgie sport dont je parlais au départ. J'oublierai jamais les conseils et les moments passés avec Vincent Klingelschmidt, Fabien Terrier, Jean-Jacques Fradin, les vieux de la vieille. Je sais pas s'ils entendront, mais ça leur fera plaisir. J'espère qu'ils entendront. S'ils nous Les entendent. vieux de la vieille, si tu nous entends, les vieux de la vieille, tiens. Et donc, si, ça, c'est des gens qui ont changé ma façon de travailler ou qui l'ont orienté, ça, c'est évident. Hein. Ça, c'est sûr. Et tu parles de la personne qui t'a accueilli à Rome. Qu'est-ce qu'elle t'a apprise, cette personne, qui t'a permis vraiment de te donner les armes pour faire ta vie professionnelle en chiro? Bah, la gestion du patient, il m'a appris beaucoup sur la gestion du patient, la gestion dans le contact, euh, des techniques très importantes. Hein, je pense aussi à des techniques sur les bases dorsales qui m'aident énormément dans la gestion des problèmes avec des symptômes en basse lombaire, vulgairement. Parce que quand on libère bien la charnière dorso-lombaire et qu'on redonne un petit peu d'extension à la hanche, on a fait vraiment un travail énorme par rapport des lombalgies classiques. Donc ça, c'est des techniques qu'on n'a pas, ou des règles qu'on n'a pas forcément vues à l'école et qui m'ont facilité beaucoup le travail jour après jour. Et en termes de communication, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé et comment tu communiques la chiro à tes patients? Alors en termes de communication, après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est des études de programmation neurolinguistique. Ça, c'est un domaine absolument incroyable. Quand c'est bien fait, évidemment, hein, ça c'est un peu comme toutes les techniques. Hein, si on le fait, euh, si, on, si on fait, c'est comme la chiro. Hein, si tu apprends les manipulations en 3 jours, tu trouves ça un peu génial et un peu nul. C'est moyen, quoi. Si tu apprends la chiro en 6 ans à temps plein, tu dis c'est absolument génial. Pour la PNL, c'est un peu la même chose. Si tu l'apprends en 2 heures, tu dis ah ouais, c'est intéressant, super, mais enfin, ça marche pas toujours. Hein. Ou si tu l'apprends vraiment à fond, là, tu peux vraiment l'utiliser concrètement et maîtriser la communication. C'est un outil pour chaque thérapeute qui devrait être indispensable. Et qu'est-ce que tu as apporté, par exemple, des clés que la PNL t'a apporté? Ça demanderait C'est des heures et c'est des long. heures. Si, il faut analyser le langage, il faut déjà analyser ton propre langage. Il faut analyser les choses qui influencent ton propre langage. Il faut analyser comment tu vas transformer les informations qui t'arrivent. Euh, et donc,
quand tu arrives un petit peu à lire comment tu transformes les informations qui t'arrivent par ton système sensoriel, donc les mots, la vue, le sens, tu les élabores quelque part. Tu en enlèves une partie, certains tu les élabores. Et donc ça, il faut savoir l'analyser. Et il faut comprendre comment fonctionne dans cette façon ton interlocuteur. Parce que ton Mhm. interlocuteur aussi, il va faire des choix qui sont différents des tiens. Et donc, si tu connais bien sa façon de fonctionner, tu vas pouvoir, tu ne veux pas le manipuler d'un point de vue mental, mais tu vas pouvoir comprendre comment il fonctionne. Et si tu comprends comment il fonctionne, tu arrives à l'aider beaucoup plus facilement. C'est Oui. évident. Ça, Tu ça le connais ses permet lois. d'adhérer plus au traitement, plus à comprendre vraiment toi ce que tu communiques en chiropraxie. Exactement, oui. Vraiment, pour moi, c'est indispensable. Chaque chiro, chaque praticien doit faire une petite partie, dédier une partie à la programmation neurolinguistique ou à la communication en général. Mais la PNL, c'est vraiment un outil extrêmement puissant quand c'est bien fait. D'accord. Ça, c'est vraiment une suggestion. Un Si bon, elle est bien un conseil. écoutée, vous serez content. Et Quelques-uns viennent. qu'est-ce qui te donne après ce confinement envie d'aller ajuster les gens à ton cabinet? Le, moi, le métier de chiropracteur me plaît beaucoup énormément. Donc, j'aime bien le pratiquer. Hein. J'aime bien sentir sous les mains les tissus qui s'assouplissent. J'aime bien écouter les histoires de mes patients. J'aime bien voir les changements petit à petit qui s'évoluent. J'aime bien réussir à changer le point de vue des personnes parce que ça arrive assez régulièrement que quelqu'un est un peu sceptique sur ce qu'on puisse faire, mais qu'il n'a pas le choix parce qu'il a tellement mal qu'au bout d'un moment, il finit chez toi. Et donc, je dis, ouais, oh, j'y crois pas à votre truc. Oui, ouais, c'est pas grave, c'est pas une croyance, ça y est, il n'y a pas de problème. Et donc, j'aime bien voir ça. J'aime bien transformer des rapports qui peuvent être un peu rigides, un peu antipathiques, en rapports qui sont plus amusants et, et un peu plus explosifs, un peu plus animés, quoi, voilà. Enfin, bah, la condivision d'émotions, les trucs, si, ça me plaît beaucoup, ouais, bien sûr. C'est ça qui te plaît. Et qu'est-ce que la chiro comme métier, comme style de vie t'a apporté toi dans ta vie? Bah, ça m'a apporté, oui, ça m'a aussi beaucoup conforté quelque part. Dans mon histoire, mes parents ça, ça a un peu à voir et pas vraiment à voir. Mes parents sont végétariens et donc j'ai eu toujours eu un regard, malgré moi, sur de la santé qui était plutôt tendance naturelle quelque part. Hein. Je sais pas que je vais aller me promener dans les champs tout nu, mais euh, tendanciellement, j'aime les choses qui sont plutôt naturelles. Et donc, la chiro, ça allait complètement, ça, ça allait vraiment très très bien pour ce comme je me sentais, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce métier. C'était un métier naturel, donc ça me plaisait aussi beaucoup pour ça. Et donc, ça m'a plus conforté dans mes choix et dans ma façon d'être plus que chambouler quelque chose. Hein. Ça t'a permis d'exprimer tes valeurs Voilà, dans ta ouais. profession. Voilà, c'est ça, ouais. C'est bien dit comme ça. C'est bien. D'accord. Est-ce que tu voudrais partager des livres, des ouvrages qui t'ont permis de te développer toi dans ta vie personnelle et Kiro, des livres, des films? Ah ouais, ouais, j'ai des œuvres d'art qui m'ont bien aidé. J'ai mis dans mon couloir, j'ai mis quelques cadres avec les personnes qui m'influencent ou les œuvres qui m'ont marqué quelque part. Donc les œuvres qui m'ont marqué, c'est Le Petit Prince, Hmm. qui est plein d'enseignements, Le Néper, qui est plein de tables anatomiques. euh, Quoi d'autre? J'ai bien aimé Sinou et l'Égyptien, qui est un livre de Mika Waltari, qui est un médecin au temps de l'Égypte antique, et son parcours qui est assez fascinant. Comme film, je noterais JFK, parce que c'est un mec qui se battait pour la vérité. Ça, c'est quelque chose qui me, qui m'émeut et qui me plaît beaucoup.
les gens qui se battent pour que la vérité sorte un jour ou l'autre. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai bien aimé Le Fugitif, par exemple, Hmm. avec Harrison Ford, euh, qui est vraiment de très, très d'actualité à la fin. Donc, c'est, c'était un bon film aussi pour ça. Si, ben non, mais à part ça, les trois œuvres majeures, c'est ça, c'est le Petit Prince, Le Néter et Tino l'Égyptien, ouais. C'est vraiment. Et qu'est-ce qui t'a inspiré dans ces œuvres? Bah, c'est des parcours. Bah, le Petit Prince, c'est plein d'enseignements sur la façon d'affronter la vie en général. Ça peut être lu vraiment à n'importe quel âge. C'est vraiment très profond comme livre. C'est tout petit, ça se fait en une journée. C'est vraiment un livre très très riche d'enseignements. Le Néter, si, parce qu'il m'a accompagné Il a pendant des accompagné beaucoup parties. d'étudiants Ah, je chiropracteurs. sais pas si je l'ai, non, je l'ai à la maison, là, tu vois. Où il est avec moi ou il est à la maison. Mais comme on était en confinement, je l'ai porté à la maison. Je le porte toujours avec moi. Il a encore des traces de dissection quelque part. Il a bien Ah. vécu mon éther, hein. Il en a vécu. Je le portais en voyage partout, mon éther. Ah ouais, l'éther, c'est un livre de chevet. Euh, Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour la fin de cette interview? Ben, je voudrais te remercier beaucoup, hein, parce que je suis vraiment très honoré de pouvoir d'avoir parlé avec toi de toute cette expérience je me rends compte, qui est vraiment exceptionnelle parce qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir avoir fait ce genre de parcours, même si c'est pas du tout dû au mérite ou quoi, parce que c'était vraiment euh, dû à des rencontres comme ça, C'est dû au au cas par hasard. cas. C'est vraiment ça, parce que euh, vraiment, techniquement, c'est sûr que il y a sans doute des gens qui travaillent moins bien que moi, mais il y en a aussi beaucoup qui travaillent bien mieux que moi. Et donc, c'est pas pour un mérite technique quelque part, mais c'est vraiment par une succession d'événements favorables que j'ai réussi à faire toutes ces péripéties-là, hein. Oui, Donc, t'as donc réussi à saisir les occasions aussi. ouais, ouais, si on veut, ouais. Si on peut. Ça me paraît tellement naturel, mais c'est possible que ce soit comme ça. Donc, si je peux donner un petit conseil, oui, ce serait c'est sûr euh, aux jeunes confrères de, de cueillir les occasions qui viennent. Parce que, par exemple, c'est sûr que j'ai aussi d'autres contre-exemples. Par exemple, j'ai eu, pendant que je travaillais dans le cabinet de ce confrère, le président de la RAI, qui pourrait être, par exemple, comme le président de France 2, de France Hmm. Télévisions, qui vient au cabinet, qui était content, et donc il me dit, ouais, tu veux pas que je t'interviewe et tout. Et moi, ça me paraissait totalement impossible, parce que je travaillais dans le cabinet de quelqu'un. Donc pour moi, ce qui était normal, c'est qu'il interviewe La l'autre plutôt personne. qu'il interviewe moi, évidemment. Donc j'ai dit non, non, hein, appelle Alain et tu te débrouilleras avec lui, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, j'avais 2 ans de pratique et je n'avais rien à raconter. Faut être aussi cohérent quelque part. C'est sûr Hmm. que j'aurais pu dire, ouais, c'est cool, super, je vais à la télé et tout. Je ne sais pas quoi dire, j'ai pas d'expérience, qu'est-ce que je raconte. donc, donc là, c'est une occasion quelque part que j'ai perdue aussi, hein. J'aurais pu Ouais. peut-être continuer petit à petit dans les médias à faire le malin et tout. Ça, c'est à la fin, j'ai pris l'occasion qui m'est venue, qui m'a plu avec Johnny Postillon, l'entraîneur de la Grèce, et j'ai continué mon aventure comme ça. C'est sûr que je rêvais, j'avais vraiment envie de faire des trucs dans le sport quand même quelque part, hein. J'avais vraiment envie de faire ça. Alors tu t'imagines déjà Kiro du sport, de l'AS Roma, du PSG, de l'équipe Ouais. de France. Ouais, ouais, super, je veux faire ça, je suis le plus fort. Ouais, 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 super. Et le mec, il arrive, ouais, non, tu dois t'occuper de l'avion. L'avion, c'est quoi? Je connais pas. Et donc, mais peu importe. Mais tu avais cette Peut-être volonté, beaucoup plus intéressant comme ça. t'avais cette volonté avant d'aller Oui, de rencontrer cette l'idée me personne. plaisait beaucoup. L'idée me plaisait beaucoup de faire partie d'équipes sportives, bien sûr. Je ne vais pas te cacher que ça m'a coûté beaucoup d'énergie, parfois de l'argent, du temps, énormément de temps, hein. Parce que quand j'allais en Grèce, j'ai passé 2 jours minimum. Oui, Alors, il y avait, tu peux raconter, est-ce que tu peux nous raconter vraiment
quels étaient les derrières de tout ça, de tes voyages en Grèce, des 10 ans que tu as passés, quels étaient les sacrifices, les bons moments que tu as dû faire pour en arriver jusqu'aux Jeux Olympiques? Ouais, ouais, bah, c'est-à-dire que il faut accepter beaucoup de choses quelque part. Parce que je dormais dans des hôtels, c'était pas des 5 étoiles luxe, hein. Hmm. C'est pas ça. Donc, si tu as envie d'avoir ton confort, tu vois, ouais, je suis chiropracteur, hein, non, il me faut un hôtel machin. Non, laisse tomber, hein. C'est pas forcément comme ça que ça se passe, hein. Parfois, il faut aussi dormir en tente ou pas dormir, même des fois, et ça va bien. C'est aussi bien, hein. Donc, il faut être prêt à accepter quelques petits défis comme ça, hein. C'est- on n'en meurt pas quelque part. J'ai passé beaucoup de temps avec les athlètes parce que, comme je te disais, je passais 2 jours avec eux. Comme j'allais en avion, je restais une journée, je dormais, je restais la journée, je repartais le soir. Et les Et journées, donc, c'est tu traitais tous les athlètes pendant toute la journée et après, tu… bah non, c'est-à-dire que eux, ils ont des heures d'entraînement prédéfinies. Donc, à part ceux qui sont hyper mal, je peux les voir pendant que les autres s'entraînent parce ils sont à l'arrêt, donc je peux les voir à n'importe quelle heure. Mais ceux qui s'entraînent, qui sont pas trop mal, je peux les voir seulement dans les périodes de repos. Donc, j'ai le temps libre quelque part. Pendant ces temps libres, là, tu vois, c'est aussi des choses importantes. Tu as le choix d'aller te fermer dans ta chambre et de regarder ou de lire ou de regarder le téléphone ou de faire des conneries de ce que tu veux. Ou alors, moi, j'ai choisi d'aller les suivre sur le bateau. Donc, pour voir les gestes, pour parler avec l'entraîneur et pour comprendre des mécanismes et tout ça. Et là, tu apprends plein de trucs. Tu vois plein de détails que tu vois pas quand tu restes dans ton cabinet, quelque part. Par exemple, les mecs qui s'entraînaient avec l'eau qui était froide, d'accord? Ils s'entraînaient avec l'eau froide. Donc, les tissus des vêtements se refroidissent très vite quand ils sortent de l'entraînement, ça se refroidit très vite. Donc, la musculature en dessous se contracte beaucoup plus facilement et ils ont toujours des problèmes avec les avant-bras. Donc, ça, c'est des petites améliorations qu'on a mis au point vraiment jour après jour et qui peuvent changer vraiment la donne au long terme, hein. au long terme. Ça, tu ne l'as pas si tu ne suis pas vraiment la personne, si tu n'y es pas vraiment derrière toute la journée, hein. Est-ce que c'est beaucoup du bénévolat ou est-ce que tu es rémunéré quand tu travailles dans les équipes sportives? Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de gens Ah qui oui, le non, ça, font. on peut en parler, absolument. Ah non, non, c'est ça, il faut en parler parce que les mecs, il faut qu'ils se rendent compte un petit peu. Alors, pour tout te dire, au départ, d'un point de vue économique, Mm. donc j'ai collaboré avec la Grèce. Avec Ouais. la Grèce me payait le voyage en avion, le logement et la nourriture. Ah ouais, c'est juste les frais de… Le reste, Mm. zéro. Mais bon, mon objectif, c'était plutôt de me faire une bonne expérience à l'époque. Mm. Donc, j'avais pas d'envie économique. Après, Ouais. je peux comprendre que quelqu'un, c'est juste, être rémunéré pour ce qu'on fait, c'est absolument juste, Oui. indispensable quelque part. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que j'avais tellement envie de travailler dans le sport. J'estime qu'il y a tellement besoin de nous dans le sport que je l'ai fait très égoïstement, mais aussi pour la profession quelque part, pour la justice quelque part, si on veut Ouais. l'appeler comme ça. Je l'ai fait bénévolement, évidemment. Après, au cours des années, la fédération grecque avait des soucis économiques. Eh oui. Si Moi, t'es… ça allait plutôt bien, donc je payais l'avion. Mm. Après, ils me payaient l'hôtel enfin l'hôtel, c'est le club olympique, donc ça Ouais. leur coûtait rien. Ensuite, depuis donc 4 ans, je travaille avec le comité olympique. Et là aussi, je suis rémunéré à un pourcentage par patient. D'accord. Et un prix fixe par athlète C'est d'intérêt standardisé? olympique. C'est standardisé? Oui, c'est standardisé. Donc, D'accord. au comité olympique, on soigne. Euh, eux, ils viennent gratuitement. Enfin, moi, je reçois une petite partie, vraiment très petite, symbolique, Mm. pour tous les athlètes olympiques, de tous les D'accord. sports. Je m'occupe de tous les sports maintenant. Là, dernièrement, je m'occupe un peu plus de l'athlétisme
Mmh. Et je suis très content parce que c'est un des sports que je préfère, donc je suis vraiment très content de faire ça. Et je reçois une toute petite partie, Mmh. quelques petites dizaines, très petites dizaines d'euros. Ouais, Petites. d'accord. Mais du coup, c'est vraiment C'est les presque symbolique, JO, franchement. les JO et du coup l'aviron, les équipes, c'est vraiment la passion et le service vraiment et la chiro du sport. Oui, C'est pas du tout lucratif en fait. non. J'estime que pour moi, c'est très formateur. Mm. Parce que quand tu es obligé d'avoir des résultats très rapides euh, dans n'importe quelle condition, plus pour amateur que ça, c'est parfois difficile de trouver. Donc ça, est-ce que ça a un prix, ça? Je ne sais pas. Mm. Ensuite, d'un point de vue marketing, c'est quand même pas mal d'être dans le sport. Parce que les patients disent, ouais, ah lui, il travaille avec les sportifs, machin. Ah ouais, donc il est bon. Ce qui n'est pas vrai du tout, ça veut rien dire. Mais Mais ça donne une bonne image. c'est une belle vitrine. Ouais, c'est une belle vitrine. Ouais. Alors quand tu mets des photos sur les événements, bien sûr, ça aide aussi un petit peu. D'accord. Mais c'est plus une retombée a posteriori, du coup. Oui, oui, oui. Oui. D'accord. Ah bah, c'est intéressant. Tu as choisi le sport le plus riche, hein. Ceci dit, ce serait, bon, on est aussi un petit peu quelque part au départ de la collaboration chiropracteur et monde du sport, hein. C'est à quelques dizaines d'années. C'est pas une institution, hein. Mm. On n'est pas encore super organisé. C'est vraiment un peu le début quelque part. Il faut du temps pour construire quelque chose qui ait de la valeur. Donc, moi, j'accepte volontiers de le faire, même parfois bénévolement, parce que ça me plaît beaucoup, donc ça me coûte pas grand-chose, franchement. Et toi, Ouais, c'est quoi du coup? je comprends qu'on ne veuille pas le faire parce qu'on ne gagne pas d'argent. Ça, je comprends très bien. C'est pas Mm. du tout, c'est pas grave du tout. Et c'est quoi ta vision pour la chiropratique dans le sport, l'intégration de la vision de la chiropratique dans le sport dans les prochaines années? Après, c'est tout simplement indispensable, la chiro du sport. Non, mais toi, qu'est-ce que t'aimerais, comment t'aimerais que ça se développe en chiro, les chiros et les sportifs? Ben, C'est-à-dire que comment tu penses qu'on pourrait intégrer mieux et plus de chiro dans les équipes sportives européennes? bah, tu vois, là, il faut beaucoup de temps pour ça. Je vais prendre comme exemple les différences de formation de chiro et d'ostéo. Donc, les chiros ont fait le choix politiquement de faire très peu de formations, mais uniquement des formations en minimum 5 ans à temps plein, disons, en moyenne, Mm. hein. Donc, ce qui a eu pour conséquence d'avoir peu de chiro, mais tous les chiros ont une certaine culture. Ouais, La différence politique qu'a choisi l'ostéopathie est de faire beaucoup d'ostéopathes, même si au détriment de la qualité de la formation, qualité. parce qu'il y avait des formations qui étaient de quelques semaines ou moins, jusqu'à 4 ans, 5 ans à temps plein. Donc les mecs qui ont fait 5 ans, c'est une très bonne discipline, très efficace. Quand c'est très bien fait, c'est très valide, il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais. Mais par contre, ils sont beaucoup plus connus, ils sont beaucoup plus développés quelque part. Combien il y a d'ostéo et combien il y a de chiro? Mm. En France, Ouais. en Italie, c'est encore plus, la différence est encore plus évidente. Donc, par contre, ça aide pas vraiment le développement au long terme parce que le niveau est très bas. Donc, nous, comme pour avoir beaucoup de chiro du sport, d'avoir un certain niveau de formation, ça demande beaucoup de temps de parlementer, de s'insérer petit à petit, de se faire connaître. Mais on ne peut pas se faire connaître en étant 300 dans toutes les associations, dans toutes les fédérations et tout. En Italie, on est 300. On ne peut pas se faire connaître par tout le monde, c'est impossible. Puis Ouais. ceux à qui plaît le sport, on est quoi? On est une trentaine. Ça veut pas que tout le monde est obligé d'être obsessionné du sport, hein. Ah oui, oui, c'est sûr. Ouais. Donc ça prend du temps, c'est sûr. Ça Puis, prend du temps. Pour toi, c'est indispensable, mais ça va encore prendre quelques années. ah ouais, ouais. Il faut, et pour toi, ça va passer par le fait d'avoir plus de chiro et former plus de chiro. Et plus il y aura de chiro, plus ça va progressivement infiltrer les Exact. équipes partout. Continuer à tirer vers le haut le niveau Hmm. et améliorer notre communication en général, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est la bonne idée.
Mais les belles choses prennent du temps, il faut être un peu patient. Mmh. C'est ça, il faut aussi réussir à œuvrer collectivement, vers une vision qui porterait la profession. Ouais, ouais, exact. Eh ben, merci beaucoup Renaud. Heu, Voilà, merci à toi. Merci. merci et pour tous ceux qui ont suivi l'interview, merci d'être là et vous pouvez vous abonner Merci pour à tous. avoir, les notifications quand de nouvelles interviews tombent. Merci beaucoup. Hop. Merci, ciao.